Le soleil de juillet tapait fort sur la base des Marines de Quantico, rendant l'air si lourd qu'on aurait pu le mâcher. La sergente-major Zuri Washington essuyait la sueur de son front tout en nettoyant méthodiquement un fusil de précision Barrett M82A1 dans l'armurerie du stand de tir numéro 15 du camp Barrett. Sa combinaison grise de maintenance ne portait ni grade ni nom, rien qui puisse la distinguer autrement que comme simple employée contractuelle. L'arme de calibre 50 qu'elle tenait entre ses mains méritait le respect. Elle en avait porté une identique à travers Fallujah, dans la province d'Helmand, dans des lieux qui n'existaient sur aucune carte officielle. La porte s'ouvrit brusquement, faisant sursauter le jeune armurier. Le capitaine Bradley Thornton entra d'un pas assuré, 1,88 m blond et confiant, vêtu d'un treillis numérique. Derrière lui, un groupe de tireurs d'élite des Marines fit son entrée. Tous des hommes, tous blancs, tous arborant cette arrogance particulière que l'on acquiert quand on vous dit que vous êtes les meilleurs. « Où est l'armurier de service ?» aboya Thornton, son regard glissant sur Zuri comme si elle faisait partie du mobilier. « Le sergent-chef Chen est en pause déjeuner, monsieur, » balbutia le jeune armurier. « Il revient dans 20 minutes. » Thornton serra les mâchoires. Son regard se posa finalement sur Zuri, et une lueur mêlée d'irritation passa dans ses yeux bleus pâles. « Toi, il nous faut 15 M40 à 5 et 3 Barrett M82, préparés et réglés pour le tir à 1000 mètres. Notre briefing de déploiement a été avancé. Il nous faut ces armes dans 30 minutes. Si vous croyez que chacun mérite d'être traité avec dignité, quel que soit son uniforme, abonnez-vous dès maintenant. Cette histoire vous redonnera foi en l'excellence qui finit toujours par se révéler. » Zuri déposa le Barrett avec une précaution experte. « Monsieur, les M40 sont prêtes, mais les barrettes ont besoin d'être recalibrées. L'indice de chaleur est... » « Vous ai-je demandé votre avis ?» l'interrompit Thornton en s'approchant. Son ombre se projeta sur son espace de travail. « Je vous ai donné un ordre. Ou bien les gens comme vous ignorent-ils comment fonctionne la hiérarchie ?» Malgré la chaleur étouffante, la température dans l'armurerie sembla baisser. Le sergent-chef Morrison laissa échapper un ricanement derrière Thornton. Zuri avait déjà entendu ce ton, celui des instructeurs qui n'arrivaient pas à croire qu'une noire de Détroit ait sa place dans leur corps, celui des officiers qui pensaient que les femmes nuisaient à l'efficacité au combat, celui des hommes qui voyaient sa couleur de peau avant ses compétences. « Je comprends parfaitement, monsieur, » dit Zuri d'un ton égal, sans que la tempête qui grondait dans sa poitrine ne transparaît dans sa voix. « J'essaie de m'assurer que vos armes sont prêtes au combat. Les conditions atmosphériques... » « Bon sang !» souffla Thornton en se tournant vers ses hommes avec une exaspération théâtrale. « Voilà ce qui arrive quand le corps embauche n'importe qui. Écoutez, chérie. » Il se retourna vers Zuri, et ce mot « chérie » était empreint d'une condescendance insupportable. « Je n'ai pas besoin d'une leçon de la femme de ménage sur les conditions climatiques. J'ai besoin d'armes. Vous pouvez vous en charger, ou je devrais trouver quelqu'un de plus compétent. » Le sergent-chef Harrison laissa échapper un rire sec et rauque qui résonna contre les murs de béton. « Peut-être qu'elle a appris à se servir des armes en regardant Call of Duty, monsieur. »« Il pense sans doute que les balles ont peur de la chaleur, » ajouta le caporal Sterling, et le groupe éclata de rire. Les mains de Zuri ne cessaient de bouger, ne tremblaient jamais. Elle avait appris depuis longtemps que répondre à l'ignorance par la colère ne faisait que l'alimenter. 20 ans au sein du corps lui avaient inculqué une patience plus tranchante qu'une lame. Elle chargeait les armes sur un chariot à roulettes avec une précision mécanique, chaque mouvement étant économique et professionnel. « Les fusils seront sur le stand de tir 15 dans 20 minutes, » dit-elle doucement. « Voilà qui est mieux, » dit Thornton en se détournant déjà. « Les volontaires doivent apprendre leur place dans la structure militaire. Le personnel de soutien apporte son soutien. Les guerriers font la guerre, c'est simple. » Alors qu'il sortait, elle entendit Morrison marmonner « Équipe de maintenance de l'action positive. » Et après quoi? Des manutentionnaires de munitions transgenres? La porte claqua. La jeune armurière regarda Zuri avec de grands yeux contrits, mais elle secoua légèrement la tête. Pas encore. Certaines leçons s'apprennent par l'expérience, pas par les explications. 30 minutes plus tard, Zuri fit rouler le chariot d'armes jusqu'au champ de tir numéro 15,
où l'équipe de tireurs d'élite s'était rassemblée sous un abri. La chaleur était insoutenable. 37 degrés Celsius avec une humidité suffocante. Au loin, des cibles d'acier scintillaient dans la brume de chaleur à 500, 750 et 1000 mètres. Un petit groupe d'observateurs s'était formé. D'autres Marines en pause déjeuner, toujours impatients d'observer les tireurs d'élite à l'œuvre. Thornton s'empara d'un M40A5 sans la regarder. Installation au poste 1 à 15. Nous sommes en phase de qualification pour le déploiement. Le commandement veut vérifier pourquoi nous sommes la meilleure équipe de tireurs d'élite du corps des Marines. Les hommes se déployèrent le long de la ligne de tir, chacun prenant position avec son observateur. Zuri poussa le chariot jusqu'au hangar à matériel, mais elle ne partit pas. Quelque chose la retenait. Peut-être la curiosité professionnelle, peut-être la conscience de ce qui allait se produire. « Cibles à 1000 mètres !» cria Thornton. « Vent de 3 nœuds du nord-est. Température de 37 degrés Celsius. Humidité ?» Il plissa les yeux vers un appareil portatif. 85%. « Messieurs, montrons à ces cibles ce que signifie la précision américaine. » Le premier coup a sifflé à l'autre bout du champ de tir. Raté. La balle a soulevé un nuage de poussière à 1 mètre à gauche de la cible. Deuxième tir. Raté, haut et à droite. Troisième, quatrième, cinquième. L'après-midi se transforma en une symphonie d'échecs. Balle après balle, elle frôlait les cibles, soulevait la poussière, ricochait sur les rochers. Les observateurs donnaient des corrections qui ne menaient à rien. La frustration montait comme la chaleur, les esprits s'échauffaient et les voix s'aiguisaient. « Putain !» Harrison frappa du poing sur le banc de tir. « J'avais tout réglé. »« Le vent doit tourner », suggéra faiblement Morrison. Après 45 minutes et 47 cartouches, pas un seul Marine n'avait touché sa cible à 1000 mètres. Le visage de Thornton, d'abord confiant, était devenu rose puis rouge écarlate. La sueur imprégnait son uniforme, formant des taches sombres. Ce n'était pas seulement embarrassant, c'était une menace pour sa carrière. Une équipe de tireurs d'élite incapable de toucher sa cible à 1000 mètres, c'était comme un pilote incapable d'atterrir. « Passez 5 minutes, » aboya Thornton. « Réhydratez-vous et reprenez vos esprits. » Les hommes se regroupèrent à l'ombre, se passant des bouteilles d'eau et inventant des excuses. Conditions atmosphériques, mauvaise qualité des munitions, cible mal alignée. Tout sauf la vérité. Zuri avait observé la scène depuis le hangar à matériel et avait immédiatement repéré le problème. Le mirage, cette couche d'air surchauffée, dansante et déformante qui s'élevait du sol brûlant, faussait la mesure du vent. La trajectoire réelle de la balle était affectée par un gradient thermique que leurs calculs de base n'avaient pas pris en compte. Il s'agissait de physique balistique avancée, du genre de celle enseignée dans les formations spécialisées de tireurs d'élite, celle qu'elle avait enseignée pendant 6 ans. Elle s'avança vers la ligne de tir, ses bottes crissant sur le gravier. « Monsieur » lança-t-elle. L'effet de mirage à cette température créait un déplacement vertical d'environ... « Putain de merde !» s'exclama Thornton en se retournant brusquement. Son visage était écarlate, les veines de son front saillantes. « Tu es encore là? T'as pas des toilettes à nettoyer ou quoi? »« Monsieur, j'essaie d'aider. Le gradient thermique. »« À l'aide ?» Thornton s'approcha d'elle d'un pas menaçant, réduisant la distance à une vitesse agressive. « Vous croyez pouvoir aider des tireurs d'élite des Marines? Des gens comme vous pensent en savoir plus que des guerriers qui font ça depuis 15 ans? » Il empiétait désormais sur son espace personnel, usant de sa taille pour l'intimider. Zuri garda ses distances, le visage impassible, mais son cœur battait la chamade. La situation dégénérait rapidement. « Qu'est-ce que vous faisiez avant qu'il vous embauche pour passer la serpillière ?» lança Morrison, galvanisé par la colère de Thornton. « Je parie que vous n'aviez même jamais tenu un fusil avant d'avoir ce boulot. »« Il pense probablement que les armes à feu font peur, » a ajouté Sterling. « C'est généralement le cas de ce genre de personnes. »« Je suggère simplement... » commença Zuri. « Vous me faites une suggestion ?» La voix de Thornton monta d'un ton tonitruant. « Vous me faites une suggestion ? Laissez-moi vous suggérer quelque chose. Taisez-vous, faites votre travail,
et laissez les gens intelligents réfléchir. C'est une base militaire, pas un forum de recrutement pour la discrimination positive. Ici, on a des normes. Vous avez raté la note de service quand ils ont distribué les contrats de diversité? Les observateurs s'étaient tus. Les téléphones étaient sortis. Plusieurs Marines enregistraient, pressentant une situation dramatique. Le problème est d'ordre atmosphérique, tenta une nouvelle fois Zuri. Le problème, c'est toi, rugit Thornton. Il lui saisit l'épaule et la repoussa violemment. Zuri trébucha, se rattrapa de justesse. La foule retint son souffle. Lever la main sur qui que ce soit était interdit par le règlement. Lever la main sur une femme, c'était franchir une limite infranchissable. Foutez le camp de ma zone. Le visage de Thornton était à quelques centimètres du sien. Elle sentait l'odeur de café dans son haleine et voyait la rage lui monter aux yeux. Avant que je ne vous vire définitivement de cette base. Je me fiche de la façon dont vous avez obtenu ce poste grâce au quota de diversité. Vous êtes viré. Sortez de ma vue avant que vous ne regrettiez chaque décision prise pour remplir ces quotas qui a bâti votre vie. Le silence qui suivit fut absolu. Même le vent sembla retenir son souffle. Zuri le fixa longuement. Puis elle esquissa un sourire entendu, empreint de tristesse. « Monsieur, je cherchais simplement à vous éviter un embarras. Mais si vous préférez apprendre à vos dépens... » Apprendre! Thornton était hors de lui, incontrôlable. Qu'est-ce que je pourrais bien apprendre de quelqu'un qui ne sait même pas épeler balistique? J'ai un diplôme d'Annapolis. J'ai servi dans 3 zones de combat, j'ai réussi des tirs à vous donner le tournis, et vous êtes un emploi contractuel qui nettoie des fusils. Restez à votre place. Capitaine. La voix du colonel Thompson fendit le brouhaha comme une lame. Il se tenait à l'arrière du groupe de spectateurs, les bras croisés, observant la scène. Peut-être devriez-vous laisser la femme terminer ce qu'elle voulait dire. Thornton se retourna brusquement, aperçut les aigles sur le col de Thompson et se redressa d'un coup. « Monsieur, ce civil s'ingérait dans... »« J'ai entendu ce que vous faisiez, capitaine, » dit froidement Thompson, « et j'observe votre performance depuis 1 heure. 0 cible à 1000 mètres, 47 cartouches tirées. Est-ce là le niveau du programme de tireurs d'élite des Marines? Monsieur, les conditions sont difficiles, mais loin d'être impossibles, interrompit Thompson. C'est pourquoi cette femme essayait de vous fournir des informations qui pourraient vous être utiles. Mais vous étiez trop occupé à étaler votre ignorance pour l'écouter. Il se tourna vers Zuri. « Madame, pourriez-vous me faire une démonstration de ce que vous essayez d'expliquer ?» Tous les regards du stand de tir se tournèrent vers elle. Zuri sentait le poids de l'instant, les téléphones qui enregistraient, l'avenir qui se ramifiait dans de multiples directions à partir de ce point précis. « Oui, monsieur, » dit-elle doucement. « Puis-je utiliser un des barrettes? Soyez mon invité. » Zuri se dirigea vers le poste de tir le plus proche. Le Barrett M82. À un l'attendait, calibre 50, fruit de l'ingénierie américaine. Elle le prit en main comme on retrouve un vieil ami. Ses mains connaissaient chaque courbe, chaque mécanisme. Sans cérémonie, elle appuya sur le bouton d'éjection du chargeur, l'éjecta, verrouilla la culasse en arrière et commença le démontage de l'arme. « Mais qu'est-ce qu'elle fait, bon sang ?» murmura Morrison. 47 secondes plus tard, le Barrett était entièrement démonté sur la table de tir. 47 secondes après, il était remonté, son fonctionnement vérifié et il était prêt à l'emploi. Le record de base pour cette opération était de 52 secondes, établi par un maître artilleur comptant 26 ans de service. Le visage de Thornton était passé du rouge au blanc. Zuri chargea un nouveau chargeur, se mit en position couchée derrière son fusil et sortit un petit carnet de la poche de sa combinaison. Elle y griffonna des calculs. Température, humidité, pression atmosphérique, angle de tir, rotation de la Terre à cette latitude. Des chiffres remplissaient la page d'une écriture soignée et précise. Pas d'ordinateur, pas d'observateur, juste des mathématiques et son expérience. Elle ajusta la lunette avec de minuscules mouvements précis. La foule se pressa davantage. Cible engagée à 1000 mètres.
dit-elle calmement, sa voix portant à travers le champ de tir désormais silencieux. Le Barrett rugit. L'énorme fusil s'appuya contre son épaule. Une seconde plus tard, la cible d'acier au loin résonna comme une cloche d'église. Un tir en plein centre. L'écho de l'explosion résonna sur les collines de Virginie. Personne ne respirait. Les conditions atmosphériques créent un effet de mirage par temps chaud, au-dessus de 32 degrés Celsius, expliqua Zuri en se levant. Le gradient thermique provoque un décalage vertical qui nécessite une compensation au-delà des techniques classiques d'estimation du vent. La chaleur influe également sur la vitesse de combustion de la poudre, ce qui requiert un léger ajustement de l'altitude. Ce sujet est traité au chapitre 7 du manuel Advanced Ballistic Solutions. Elle se tourna vers Thornton. Son visage exprimait la confusion, l'horreur et une prise de conscience naissante. « Attends » murmura-t-il. « Attends une minute. » Le colonel Thompson s'avança et, cette fois, sa voix porta sur tout le terrain. « Messieurs, permettez-moi de vous présenter le sergent-major Zuri Washington, récipiendaire de la médaille d'honneur, ancien instructeur en chef de l'école de tireurs d'élite des Marines des États-Unis, détenteur du record du monde du tir mortel confirmé le plus long, 1247 mètres, province d'Helmand, 2019. Auteur du manuel Advanced Ballistic Solutions. Et, pour les 2 prochaines semaines, votre instructeur en techniques avancées de tireur d'élite. » L'expression sur le visage de Bradley Thornton lorsqu'il a réalisé qui il venait d'agresser, de discriminer et de licencier, inestimable. Si ce moment vous a touché, si vous croyez en la justice et au respect, abonnez-vous et likez sans plus attendre, car le parcours de Zuri ne fait que commencer et la suite vous laissera sans voix. Les téléphones continuaient d'enregistrer. La vidéo était déjà en cours de téléchargement. En 6 heures, elle aurait atteint 3 millions de vues. En 12 heures, toutes les chaînes d'information américaines appelleraient. Mais à cet instant précis, sur le champ de tir 15 du camp Barrett, il n'y avait que le silence pesant et suffocant d'hommes voyant leur carrière s'achever en direct. Thornton tenta de parler. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson qui se noie. Morrison était devenu livide. Harrison baissa les yeux. Sterling, le plus jeune, sentit les larmes lui monter aux yeux tandis que la compréhension le submergeait. « Colonel Thompson, » dit Zuri d'une voix calme, « je souhaite signaler une agression et un acte de discrimination survenu il y a une dizaine de minutes. J'ai plusieurs témoins et des preuves vidéo. L'agresseur m'a bousculé, a tenu des propos discriminatoires et a créé un environnement de travail hostile en raison de mon origine ethnique et de mon sexe. » « Bien noté, » dit Thompson. « Capitaine Thornton, vous êtes relevé de vos fonctions le temps de l'enquête. Présentez-vous immédiatement au bureau du prévôt. Quant au reste d'entre vous, » son regard balaya l'équipe de tireurs d'élite. « Rassemblement à 5 heures demain. Vous avez beaucoup à apprendre, et je soupçonne que le sergent-major Washington est sur le point de vous donner des leçons que vous n'oublierez jamais. » 3 mois plus tôt, derrière le hangar à matériel, Zuri se tenait dans cette même armurerie, la photo de son père entre ses mains. Le sergent-chef William Washington était mort dans un accident d'entraînement alors que Zuri avait 17 ans, un crash d'hélicoptère qui avait coûté la vie à 8 Marines. Elle s'était engagée le jour de ses 18 ans, animée par le chagrin et la détermination d'honorer sa mémoire. Il lui avait appris à tirer à l'âge de 7 ans, des boîtes de conserve alignées sur un poteau de clôture derrière leur logement à Okinawa. « Respire, ma chérie, » murmurait-il. « Le fusil n'est qu'un outil. Ton esprit est l'arme. » Elle avait réussi l'entraînement de base malgré les murmures, femme, noire, sans doute grâce à la discrimination positive. Elle avait intégré l'école d'infanterie malgré les instructeurs qui prédisaient son échec. Elle était devenue tireuse d'élite malgré l'officier supérieur qui lui avait affirmé que les femmes n'avaient pas la maîtrise de leurs émotions requises pour ce métier. Chaque avancée avait été un combat, chaque promotion une guerre. Puis, Fallujah, novembre 2004. Son observateur a été touché par un engin explosif improvisé. Elle l'avait transporté sur 300 mètres sous le feu ennemi, puis avait grimpé sur un toit et assuré la couverture de l'équipe d'extraction. 6 cibles neutralisées en 20 minutes, chaque tir parfaitement placé malgré la fumée,
le chaos et les tirs ennemis. La citation pour la médaille d'honneur qualifiait son acte de héroïsme extraordinaire. Elle l'a appelé mardi. L'enquête a débuté quelques heures plus tard. Le service d'enquête criminelle de la marine a investi Quantico en force. 43 témoins ont été interrogés. 7 enregistrements vidéo, filmés sous différents angles, ont été visionnés. Le dossier personnel de Thornton a été examiné, révélant un passé trouble, plainte classée sans suite, incident passé sous silence et un comportement récurrent protégé par son grade et le réseau d'influence des anciens officiers. Ils ont trouvé des courriels, des SMS, une conversation de groupe où Thornton et son équipe se moquaient des femmes Marines, faisaient des blagues racistes et partageaient des mèmes qui violaient toutes les normes de professionnalisme militaire. Des captures d'écran de conversation où il riait du licenciement d'un employé recruté pour des raisons de diversité, du harcèlement d'un sergent d'approvisionnement homosexuel et du remplacement des vrais Marines par des militants de la justice sociale. Les preuves étaient accablantes, et tout était documenté, horodaté et sauvegardé sur des serveurs militaires. La transformation s'est opérée du jour au lendemain, mais ses racines s'étaient développées pendant 20 ans. Le lendemain matin, à 6 heures, le capitaine Bradley Thornton était assis dans une cellule de la prison de Quantico, son uniforme remplacé par une combinaison orange de détenu. Son téléphone avait été confisqué, son habilitation de sécurité suspendue, son accès à la base révoqué, sauf pour les procédures judiciaires. L'homme qui avait fait son entrée triomphale au stand de tir numéro 15 fixait désormais les murs de béton, la réalité s'abattant sur lui sous le poids des balles de calibre 50. Le sergent-chef Morrison, le sergent-chef Harrison et le caporal Sterling furent affectés à des tâches administratives en attendant l'enquête. Leurs qualifications au tir furent suspendues, leur déploiement annulé. L'équipe de tireurs d'élite, qui avait incarné la fierté du tir de précision des Marines, était désormais dispersée, déshonorée, attendant que la justice suive son cours à travers la bureaucratie militaire. La sergente-major Zuri Washington se tenait dans le bâtiment du quartier général du camp Barrett, enfin vêtue de son uniforme officiel. Une tenue de service ornée de décorations témoignant d'actes de bravoure dont la plupart des Marines ne pouvaient que rêver. La médaille d'honneur pendait à son cou, son ruban bleu clair contrastant avec le tissu sombre. Le colonel Thompson était assis en face d'elle, accompagné d'un général 2 étoiles du quartier général du corps des Marines et d'une femme au visage sévère du bureau du juge-avocat général. « Sergent-major », dit le commandant Thomas Anderson en faisant glisser un épais dossier sur la table, ce qui n'était au départ qu'un incident, isolé, a révélé des problèmes systémiques. Nous avons recensé 17 plaintes officielles contre le capitaine Thornton au cours des 8 dernières années. 15 ont été classées sans suite ou ont fait l'objet d'un simple avertissement. 2 plaignantes, 2 femmes, l'une noire, l'autre hispanique, ont été mutées dans d'autres unités peu après avoir déposé plainte. Zuri ouvrit le dossier. Chaque page révélait une petite tragédie, des carrières brisées, des dignités bafouées, une justice bafouée. Une caporale qui avait dénoncé du harcèlement sexuel se retrouva visée par une enquête pour fraternisation. Une sergente qui s'était plainte de propos racistes reçut des rapports d'aptitude physique défavorables qui anéantirent ses chances de promotion. Un système de représailles, protégé par un réseau d'officiers qui privilégiait la cohésion de l'unité à la responsabilité. Les messages de la conversation de groupe sont particulièrement accablants, a poursuivi Anderson. 47 membres, dont 6 officiers, y sont impliqués. Le contenu inclut des insultes racistes, des propos homophobes et des plans explicites visant à écarter les militaires jugés inaptes. Nous envisageons des poursuites pour complot, conduite indigne et violation de l'article 92, refus d'obéir aux ordres légitimes relatifs à l'égalité des chances. « Jusqu'où monte-t-il » demanda doucement la générale Patricia Hayes. « Un lieutenant-colonel, 3 commandants, 6 capitaines. » La voix d'Anderson était grave. « Cela ne se limite pas à Quantico. Nous avons identifié des participants à Camp-le-Jeune, Camp Pendleton et même dans des unités outre-mer. » Un silence de mort s'installa dans la pièce. Il ne s'agissait pas simplement d'un officier sectaire. Il s'agissait d'un cancer qui s'était métastasé au sein de la communauté des opérations spéciales du corps,
se dissimulant à la vue de tous sous le prétexte du maintien des normes. « Sergent-major Washington, » dit le général Hayes en se tournant vers Zuri, « je tiens à ce que vous sachiez que cette institution vous a trahi hier. Elle vous a trahi lorsque le capitaine Thornton a levé la main sur vous. Elle vous a trahi chaque fois qu'un officier a proféré une insulte raciste dans cette conversation de groupe et que ses camarades ne l'ont pas signalé. Elle vous a trahi lorsque ces 17 plaintes ont été ignorées. Au nom du corps des Marines, je vous présente mes excuses. » Zuri soutint son regard. « Madame, je vous prie de ne pas vous excuser auprès de moi. Excusez-vous en réformant le système. Excusez-vous en veillant à ce que la prochaine jeune femme noire qui mérite sa place n'ait pas à faire ses preuves 100 fois, tandis que des hommes médiocres bénéficient d'innombrables opportunités. » Hayes hocha lentement la tête. Le commandant a ordonné un examen complet de tous les programmes d'opérations spéciales. Chaque instructeur, chaque système d'évaluation, chaque procédure de traitement des plaintes. Cela prend fin immédiatement. 3 semaines plus tard, le procès en cour martiale du capitaine Bradley Thornton s'est ouvert dans une salle d'audience de Quantico, un lieu qui avait déjà accueilli des centaines de procès militaires. Mais celui-ci a attiré l'attention des médias nationaux. CNN avait déployé ses caméras à l'extérieur. Le New York Times avait dépêché un journaliste dans la galerie. La vidéo du champ de tir 15 avait été visionnée 47 millions de fois, donnant naissance à des hashtags, des articles d'opinion et des enquêtes parlementaires. Thornton était assis à la table de la défense en uniforme, dépouillé de tout insigne, à l'exception de son grade. Son avocat, le capitaine Richard Coleman, était un jeune officier du JAG qui avait obtenu ce dossier par hasard et qui regrettait visiblement sa chance. Les preuves étaient accablantes. La vidéo était irréfutable. Les témoins étaient incontestables. Le commandant Anderson prit la parole pour présenter les éléments de l'accusation, sa voix résonnant dans la salle d'audience comble. Les États-Unis prouveront que le capitaine Bradley Thornton a violé les articles 92, 93, 117 et 128 du Code uniforme de justice militaire. Nous prouverons que le 17 juillet 2024, le capitaine Thornton a agressé le sergent-major Zuri Washington, récipiendaire de la médaille d'honneur et l'un des tireurs d'élite les plus décorés de l'histoire du corps des Marines. Nous prouverons qu'il a créé un environnement de travail hostile fondé sur la race et le sexe. Nous prouverons qu'il a conspiré avec d'autres militaires pour discriminer les Marines qui ne correspondaient pas à sa définition restrictive de la valeur. L'accusation a mené son réquisitoire avec une précision chirurgicale. Tout a commencé avec la vidéo, diffusée sur un grand écran où chacun pouvait voir la rage de Thornton, sa bousculade, ses propos haineux. Le son était d'une clarté cristalline. Les gens comme toi. L'embauche par discrimination positive est équitable. Restez à votre place. La soldate de première classe Maria Rodriguez a témoigné, la voix tremblante mais déterminée. J'étais la seule femme du cours de tireurs d'élite. Le capitaine Thornton m'a dit dès le premier jour que j'abandonnerais probablement avant la fin du 10e jour, car les femmes ne supportaient pas la pression psychologique. Il a fait des remarques sur mon physique. Il s'est demandé si j'avais mérité ma place ou si j'avais couché pour y entrer. Quand j'en ai parlé à ma hiérarchie, on m'a dit que j'étais trop sensible. L'ancienne caporale Jasmine Williams, désormais civile, a témoigné par visioconférence. Le capitaine Thornton m'a traité de ghetto en face. Il a dit que je parlais comme une racaille. Quand je lui ai demandé d'arrêter, il m'a sanctionné pour manque de respect. C'est moi qui ai fait l'objet de l'enquête, pas lui. J'ai quitté le corps des Marines après 4 ans, car je n'en pouvais plus. J'adorais être marine, mais ils m'ont clairement fait comprendre que je n'étais plus la bienvenue. Le sergent-chef David Chen a décrit sa découverte de la conversation de groupe. J'y ai été ajouté par erreur. Il pensait que j'étais quelqu'un d'autre portant le même nom de famille. J'ai passé 2 heures à lire les messages. Des blagues racistes, des plans pour confier des tâches impossibles à des Marines issus des minorités afin qu'ils échouent à leurs évaluations. Ils appelaient ça le maintien des normes, mais ce n'était que de la haine déguisée en langage professionnel. Le colonel Thompson a livré un témoignage accablant sur le schéma qu'il avait observé.
J'avais entendu des rumeurs concernant la culture de l'unité du capitaine Thornton. Lorsque j'ai visité le champ de tir 15 ce jour-là, j'ai vu exactement ce que je craignais. Un chef toxique qui s'était entouré de complices. Le fait que le sergent-major Washington, l'un des tireurs d'élite les plus compétents au monde, ait été traité comme un simple ouvrier en dit long sur l'ampleur de la corruption. La défense a tenté de se défendre. Coleman a essayé de présenter Thornton comme un officier stressé, submergé par la pression du déploiement et ayant mal réagi sous le coup de la frustration. Mais comment défendre une vidéo? Comment réfuter des preuves écrites? Comment justifier un passage à tabac d'un récipiendaire de la médaille d'honneur? Les preuves médico-légales ont scellé l'affaire. Les messages de groupe, les 17 plaintes rejetées, le schéma de représailles. Le corps des Marines avait constitué un dossier contre lui-même, documentant ses propres échecs dans des courriels, des SMS et des rapports officiels que quelqu'un avait enfin daigné lire. Le 14 août 2024, après 4 jours de témoignages et 3 heures de délibération, le panel a rendu son verdict. Accusation de voie de fait, coupable. Accusation de conduite indigne d'un officier, coupable. Accusation de manquement à ses devoirs, coupable. Accusation de complot en vue de violer les règles d'égalité des chances, coupable. Le visage de Thornton s'est effondré. Son avocat lui a pris l'épaule, mais il n'avait aucun réconfort à lui apporter. Le verdict fut prononcé 2 jours plus tard. Le général Hayes, faisant office de juge militaire, regarda Thornton avec une profonde déception. « Capitaine Thornton, la responsabilité sacrée de commander les Marines vous avait été confiée. Vous aviez le privilège de former l'élite des guerriers américains. Vous avez trahi cette confiance de la manière la plus odieuse qui soit. Vous avez laissé les préjugés corrompre votre jugement. Vous avez créé un climat où l'excellence se mesurait à la couleur de peau plutôt qu'aux compétences. Vous avez agressé physiquement l'un des plus illustres militaires de l'histoire du corps des Marines. » Elle marqua une pause, laissant chaque mot résonner. Ce tribunal vous condamne à 6 ans d'emprisonnement au centre disciplinaire des États-Unis, à Fort Leavenworth. Rétrogradation au grade de soldat de 2e classe, E1, confiscation de votre solde et de vos indemnités, renvoi déshonorant du corps des Marines des États-Unis. Vous servirez d'exemple de ce qui arrive lorsque la haine est autorisée à porter l'uniforme. Justice a été rendue. Bradley Thornton passera les 6 années suivantes dans une prison militaire, sa carrière brisée, son nom désormais synonyme de sectarisme. Si ce moment de vérité vous a touché, si vous croyez que la discrimination doit avoir de véritables conséquences, abonnez-vous, aimez et commentez ci-dessous. Auriez-vous fait preuve de clémence? Car l'histoire n'est pas terminée. L'héritage du sergent-major Washington est sur le point de transformer le corps des Marines tout entier, et la suite vous inspirera et vous donnera foi en la force de la persévérance. Le verdict résonna dans la salle d'audience. Thornton fut emmené menotté, les épaules affaissées, le visage blême. Morrison écopa de 3 ans de prison et d'un renvoi pour inconduite. Harrison fut condamné à 2 ans et à un renvoi pour mauvaise conduite. Sterling, le plus jeune, fut écopé de 18 mois avec possibilité de libération conditionnelle et de rétrogradation. Une maigre clémence compte tenu de son jeune âge et de son témoignage poignant sur les pressions subies pour qu'il participe à cette culture toxique. 43 autres militaires ont fait l'objet de sanctions disciplinaires allant du simple avertissement à la rétrogradation, voire à l'exclusion des programmes d'opérations spéciales. 6 officiers ont été contraints à une retraite anticipée. L'ensemble de la hiérarchie du programme de tireurs d'élite a été remplacé du jour au lendemain. Mais le véritable règlement de compte ne faisait que commencer. 6 mois après la cour martiale, le sergent-major Zuri Washington se tenait à la tribune de l'auditorium de Quantico, s'adressant à 300 instructeurs du corps des Marines issus de tous les commandements d'entraînement. Le commandant lui-même était assis au premier rang, aux côtés du secrétaire à la marine et d'une délégation du Congrès. Il ne s'agissait pas d'une suggestion, mais d'un ordre. « L'excellence n'a pas de couleur », commença Zuri d'une voix posée et claire. « L'excellence ne tient pas compte de votre sexe, de votre origine ou de qui vous aimez. L'excellence se mesure à la précision, au dévouement et au résultat. Pendant 20 ans, j'ai vu des Marines talentueux échouer non pas par manque de compétences,
mais parce qu'ils n'avaient pas la bonne couleur de peau ou la bonne anatomie. Cela cesse aujourd'hui. Les nouveaux protocoles de formation qu'elle avait mis au point étaient révolutionnaires. Des évaluations à l'aveugle où les instructeurs ignoraient le nom et les caractéristiques démographiques du candidat jusqu'à la notation. Des indicateurs de performance objectifs éliminant tout biais subjectif. Des systèmes de signalement obligatoires où les plaintes déclenchaient automatiquement des enquêtes menées par des organismes externes et non par la hiérarchie de l'accusé. Des caméras corporelles pour tous les exercices de formation afin de garantir la responsabilisation. La force du corps des Marines dépend de la qualité des guerriers que nous formons, a poursuivi Zuri. Lorsque nous rejetons l'excellence parce qu'elle ne correspond pas à nos attentes, nous nous affaiblissons. Nous trahissons le serment que nous avons prêté de défendre notre nation. Chaque candidat qualifié que nous écartons est une aubaine pour nos ennemis. Les réformes se sont propagées comme une traînée de poudre au sein de l'établissement de formation. En un an, le nombre de femmes inscrites au programme d'armes de combat a augmenté de 37%. Le taux de maintien des minorités a bondi de 42%. Plus important encore, les enquêtes menées suite aux plaintes ont permis d'établir les responsabilités. Les responsables toxiques ont été identifiés et écartés avant qu'ils ne puissent corrompre des unités entières. Zuri fut promue sergent-chef d'artillerie et nommée directrice adjointe du commandement du développement du combat du corps des Marines, chargée de concevoir l'avenir de la guerre d'infanterie. Elle devint le visage d'un corps en pleine mutation, qui privilégiait le mérite à la tradition, l'inclusion à l'exclusion, l'excellence au confort. L'attention médiatique était incessante. L'émission 60 minutes lui a consacré un reportage. Le magazine Time l'a mise en couverture. La marine qui réinvente les forces armées américaines. Les invitations affluaient d'universités, d'entreprises et d'organisations militaires du monde entier. Elle en acceptait certaines, en refusait d'autres, revenant toujours à l'essentiel. Réformer un système qui avait si longtemps fait défaut à tant de personnes. 6 mois plus tard, la soldate de première classe Maria Rodriguez sortait major de sa promotion de tireur d'élite et obtenait le titre de major de promotion. Elle attribuait sa réussite au mentorat de Zuri et au nouvel environnement d'entraînement. Pour la première fois, j'étais évalué sur mon tir et non sur mon sexe. C'est tout ce que nous souhaitions, une chance équitable de faire nos preuves. Les répercussions se sont étendues bien au-delà du secteur militaire. La vidéo de Range 15 a suscité un débat national sur la discrimination au travail, les préjugés inconscients et le prix à payer pour tolérer des dirigeants toxiques. Les entreprises ont revu leur formation à la diversité. Les services de police ont examiné leurs procédures de traitement des plaintes. Les universités ont restructuré leurs procédures de gestion des signalements de harcèlement. 3 ans après cette journée caniculaire de juillet sur le champ de tir numéro 15, Zuri retourna sur la même ligne de tir où tout avait changé. Cette fois, elle portait son uniforme de cérémonie, richement décoré de rubans et de médailles. Cette fois, elle ne portait aucune arme. Cette fois, elle était venue inaugurer un mémorial. La plaque de laiton était simple, fixée sur un monument de pierre à côté du point d'observation des 1000 mètres. Range 15, range d'excellence, dédié à tous les militaires qui ont subi de la discrimination alors qu'ils servaient avec honneur. Puisse leur courage nous inspirer à bâtir une armée digne de leur sacrifice. Le fusil n'est qu'un outil. Votre esprit est l'arme. Le sergent-chef d'artillerie William Washington. Les mots de son père, immortalisés dans le laiton. Zuri passe ses doigts sur les lettres gravées, sentant le poids de l'histoire et de l'espoir peser sur ses épaules. Autour d'elle se tenaient des dizaines de Marines, hommes et femmes, noirs, blancs et métis, homosexuels et hétérosexuels, tous liés par le même serment, tous engagés dans la même mission. Le colonel Thompson, aujourd'hui général de brigade Thompson, a pris la parole lors de l'inauguration. Il y a 3 ans, ce champ de tir a été le théâtre d'une injustice, mais il a aussi été témoin de quelque chose de plus puissant encore, la révélation d'une excellence que les préjugés tentaient de dissimuler. Ce jour-là, la sergente-major Washington n'a pas seulement atteint une cible, elle a atteint une cible que nous avions tous besoin de voir. La vérité que le talent existe partout, pourvu que nous soyons prêts à le reconnaître.
Les 200 Marines, marins, soldats et aviateurs présents applaudirent. Parmi eux se trouvaient 17 personnes, dont les plaintes avaient été rejetées avant que l'affaire Zuri ne fasse éclater la vérité. Ils avaient été innocentés, leur carrière relancée, leur dignité restaurée. Justice différée, certes, mais non bafouée. À la fin de la cérémonie, une jeune fille noire s'approcha avec son père, un sergent-chef des Marines. Elle ne devait pas avoir plus de 7 ans. Elle portait un uniforme de camouflage miniature et ses cheveux étaient tressés avec soin, ornés de perles rouges, dorées et bleues, qui tintaient doucement à chacun de ses pas. « Sergent-major Washington ?» Sa voix était faible mais déterminée. « Mon papa dit que vous êtes un héros. Je veux être tireuse d'élite comme vous quand je serai grande. » Zuri s'agenouilla à la hauteur des yeux de la jeune fille et vit dans ses yeux brillants la même flamme qui avait brûlé dans les siens au même âge, la même soif de faire ses preuves dans un monde qui lui disait qu'elle n'avait pas sa place. « Quel est ton nom, ma chérie ?»« Amara. Amara Johnson. »« Écoute, Amara, laisse-moi te confier un secret. » Zuri se pencha vers elle, d'un ton complice. « Être un héros, ce n'est pas une question de médaille ou d'uniforme. C'est savoir se montrer à la hauteur dans l'adversité. C'est exceller même quand on doute de toi. C'est faciliter la tâche à ceux qui te suivent. En es-tu capable? » Amara hocha la tête solennellement, tout son corps irradiant de détermination. « Alors tu as déjà fait la moitié du chemin, » dit Zuri en sortant de sa poche une petite pièce commémorative, l'insigne de sergent-chef artilleur en relief doré. « Garde-la. Quand les choses se compliqueront, souviens-toi qu'une femme qui te ressemblait, qui a affronté ce que tu affronteras, a réussi, et elle t'attend de l'autre côté pour t'accueillir. » Amara serra la pièce contre elle comme un trésor, les yeux écarquillés d'émerveillement. Son père murmura « Merci », les yeux étrangement brillants. Tandis qu'il s'éloignait, Zuri songea à l'héritage. Celui de Thornton était la honte et l'emprisonnement. Il lui restait 3 ans à purger avant d'être libéré, à jamais marqué par une radiation pour indignité, incapable d'occuper un emploi digne de ce nom. Morrison travaillait dans une station de lavage auto en pleine campagne de l'Alabama. Harrison était chauffeur-livreur. Ses talents de tireur d'élite ne lui servaient à rien en dehors de l'armée qui l'avait renvoyé. Sterling, le plus jeune, avait même écrit une lettre à Zuri de prison, 6 pages d'excuses, de contrition et d'un espoir timide de rédemption. Elle lui avait répondu. Certains pouvaient changer, d'autres non. L'avenir dirait dans quelle catégorie il se situait. Mais l'héritage de Zuri, il s'est éteint dans des tenues de camouflage miniature, rêvant de cibles à 1000 mètres. Il imprégnait les salles de classe de Quantico, où les instructeurs évaluaient la performance plutôt que l'apparence. Il vivait dans des manuels de procédure qui protégeaient au lieu de punir. Il imprégnait chaque marine qui servait désormais sans craindre que son identité ne soit utilisée contre lui. 10 ans plus tard, la sergente-chef Amara Johnson sortirait major de sa promotion à l'école de tireurs d'élite, battant le record de Zuri en tirant à longue distance avec un tir confirmé à 1289 mètres. Elle accomplirait cet exploit en portant un fusil gravé d'une simple phrase. L'esprit est l'arme. Mais cela représentait l'avenir, encore à écrire ce jour-là. Alors que le soleil se couchait sur le stand de tir numéro 15, teintant le ciel de Virginie de nuances ambrées et dorées, Zuri se tenait seule sur la ligne de tir où elle avait tiré ce coup unique qui avait tout changé. La chaleur s'était dissipée. Une brise fraîche soufflait dans les pins. Les cibles d'acier attendaient au loin, patientes et impartiales, indifférentes à l'identité du tireur. Seul comptait l'impact. Elle pensa à son père, dont la mort l'avait menée sur cette voie. Elle pensa aux 17 Marines dont les plaintes avaient été ignorées. Elle pensa à tous ceux à qui l'on avait dit qu'ils n'avaient pas leur place, qu'ils n'étaient pas à la hauteur, que les gens comme eux devaient rester à leur place. Et elle repensa à cette fillette de 7 ans, les yeux brillants de feu et une pièce de défi à la main, marchant vers un avenir que Zuri s'était battu pour rendre possible. Le travail n'était pas terminé. Les préjugés ne disparaissent pas avec un seul procès en cour martiale, ni avec un seul changement de politique. Mais tout voyage commence par un premier pas. Toute révolution débute par un seul coup de feu.
Tout héritage se construit instant après instant, personne après personne, acte de courage après acte. Zuri Washington avait tenté sa chance. À présent, elle apprenait à toute une génération à faire de même. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez en un monde où l'excellence se mesure au mérite et non à la couleur de peau, où le courage se manifeste quelle que soit la couleur ou le genre, alors agissez. Abonnez-vous et rejoignez une communauté qui défend la justice. Aimez cette vidéo si vous pensez que la discrimination doit toujours avoir des conséquences. Laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez et partagez une fois où vous avez défendu ce qui était juste, même quand c'était difficile. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui a été sous-estimé, ignoré, ou à qui on a dit qu'il, elle, n'avait pas sa place, car des histoires comme celle de Zuri ne se contentent pas de nous inspirer. Elles nous interpellent, elles nous incitent à faire mieux, à être meilleurs, à construire un monde meilleur. Le fusil n'est qu'un outil, votre esprit est l'arme, et la cible, c'est un monde où chacun a une chance égale de prouver son excellence. Que vas-tu frapper?